Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. On le savait déjà, Air France va mal. La compagnie française a accusé 800 millions d'euros de pertes en 2011 et présente une dette de 6,5 milliards. Mais Air France est décidée à ne pas sombrer davantage. Une réduction de près d'un quart de sa flotte court et moyen courrier est annoncée à l'horizon 2014. Objectif, faire des économies. Les salariés sont inquiets, des milliers d'emplois seraient menacés. Et tandis que la bataille fait rage entre François Fillon et Jean-François Copé pour le contrôle de l'UMP, le troisième homme, Alain Juppé, se pose en garant de l'unité du parti. L'occasion de se placer au-dessus de la mêlée était trop belle pour la laisser filer. L'ancien ministre des Affaires étrangères sort donc du bois pour calmer le jeu avant la bataille des législatives. Mais lui non plus ne fait pas mystère de ses ambitions pour décrocher la tant convoitée présidence de l'UMP à l'automne prochain. Si l'on en croit la presse française, il y a eu match nul hier entre François Hollande et Angela Merkel lors de la rencontre à Bruxelles sur le sujet des euro-obligations. Et si on lit la presse allemande, la chancelière aurait perdu la main lors de ce rendez-vous. Le journal Der Spiegel estime, je cite, que Hollande vole la vedette à Merkel. Alors qu'en est-il vraiment? On en parle tout à l'heure avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et invité politique ce soir, le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, dans un instant. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La réquisition a créé le scandale en demandant l'annulation de toute la procédure ayant conduit à des condamnations dans le dossier de l'Erika. L'avocat général de la Cour de cassation a provoqué la stupeur des parties civiles. 400 km de côte avaient été souillés lors du naufrage du navire affrété par Total. Les détails avec Julie Dungeloff. La justice a-t-elle outrepassé le droit? C'est la question à laquelle devra répondre la Cour de cassation le 25 septembre prochain. Sur ce point, l'avocat général Didier Bocon-Gibon a été très clair. La seule issue à l'épineux dossier de l'Erika est l'annulation pure et simple de la procédure. Pour que les fautes soient sanctionnées, il faut un texte applicable et c'est là que le bât blesse, a-t-il estimé ce jeudi. Or, l'Erika battait pavillon maltais lorsqu'il a sombré le 12 décembre 1999. Et le naufrage a eu lieu non pas dans les eaux territoriales françaises, mais dans ce que l'on appelle les zones économiques exclusives. L'avocat général considère dès lors que la loi française de 1983, sur laquelle sont fondées les poursuites, ne pouvait pas s'appliquer, car elle n'était pas conforme aux conventions internationales signées par la France. Selon l'avocat Jean-Pierre Mignard, les choses ne peuvent pas se résumer aussi simplement. Nous sommes là aujourd'hui effectivement face à deux compétences. Le problème, c'est que Malte n'a jamais revendiqué sa compétence. Il n'y a jamais eu de procédure ouverte à Malte. Et même, vous avez remarqué, pendant tous les débats, il n'a jamais fait état d'une seule protestation diplomatique de Malte, en ce que la France aurait se serait indûment attribué une prérogative qu'elle ne détenait pas au regard des traités. En sortant de la salle d'audience, les représentants des collectivités locales touchées par la marée noire étaient en colère. Je suis vraiment écœurée et je souhaite qu'un navire poubelle ne se retrouve pas dans les zones économiques, puisqu'on sait très bien qu'ils pourront casser et que de toute façon, même s'ils viennent polluer notre littoral, il faudra qu'on se rebatte. C'est 12 ans d'investissement total pour faire reconnaître aussi le préjudice écologique et aujourd'hui tout est foutu. Total a réaffirmé de son côté qu'il ne reviendrait pas sur l'indemnisation de 171 millions d'euros déjà versée aux communes victimes. Le combat n'est plus du tout à fleuret moucheté entre les deux hommes. L'affrontement est direct. François Fillon et Jean-François Copé se répondent par médias interposés. L'ancien Premier ministre a fustigé l'hypocrisie du secrétaire général de l'UMP ce matin sur RTL. Quelques minutes plus tard, Jean-François Copé lui répond sur Europe 1. Et dans la journée, c'est au tour d'Alain Juppé de sortir du bois pour se poser en arbitre et en garant de l'unité avant la bataille des législatives. Alors on refait ce match avec Joachim Robb. Du conflit larvé à la guerre ouverte. Déjà tendu pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les relations entre Jean-François Copé et François Fillon virent à l'affrontement, duel à distance ce matin par radio interposée. Il ne peut pas prétendre être le leader de cette formation politique sans qu'il y ait eu un débat démocratique, sans que les militants soient prononcés. Chacun ses mots. Moi, les miens sont des mots, pour ce qui concerne mes amis et notre famille politique, qui sont tous des mots positifs et des mots de rassemblement. L'enjeu, lequel des deux hommes prendra le contrôle de l'UMP lors du congrès organisé à l'automne et donc le leadership à droite en vue de la présidentielle de 2017. D'ici là, il y a bien sûr les élections législatives, d'où ces appels à l'unité. Entendez-vous, débrouillez-vous, entendez-vous.
Nos électeurs, en tout cas, veulent l'union. Nos électeurs veulent l'unité. Il y a des ambitions et c'est plutôt une bonne chose que d'avoir des responsables susceptibles d'exercer ces responsabilités. Ils sont suffisamment sages et suffisamment conscients de la situation pour donner ce sentiment d'unité que nous attendons. Un sentiment d'unité mis à mal ces derniers jours. La guerre des chefs ne fait que commencer. C'est un autre signe de rupture, le train plutôt que l'avion. François Hollande, qui est arrivé en train hier soir à Bruxelles, s'est attiré les critiques de la droite. Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, juge ce choix pas raisonnable et coûteux. Alors est-ce vraiment le cas? Enquête de Nathalie Guilloire sur le coût comparé des différents transports présidentiels. Pour aller à Bruxelles, François Hollande a choisi le train. Plus économique et plus médiatique, une foule de personnes l'attendaient hier sur les quais de la gare du Nord. Chaque fois que je pourrai prendre le train, oui, ce sera comme ça. Mais je ne sais pas si je serai toujours bien accueilli. On verra, ce sera un baromètre aussi. Une situation peu commune mais réussie sur les rails de la présidence normale voulue par François Hollande. Un voyage peu coûteux, à en croire les informations délivrées par l'Élysée. Au total, ce voyage aura coûté moins de 6 000 € pour l'ensemble de la délégation française. 4 conseillers, un diplomate, 2 interprètes et le dispositif de sécurité habituel accompagnaient François Hollande. Le voyage s'est effectué en première classe. Aucun avion d'urgence n'était prévu pour ce déplacement. Le coût d'un trajet identique en avion se serait élevé à au moins 20 000 €. Henri Guénaud critiquait ce matin ce déplacement ferroviaire. Pour l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, prendre le train, ça coûte plus cher, c'est compliqué pour tout le monde, ce n'est pas très professionnel. Et si le président devait continuer ce mode de déplacement, le dispositif pourrait être plus coûteux que l'avion. Bien évidemment, le train revient moins cher que l'avion, mais tout dépend du degré de sécurité qu'on peut y mettre. Ça veut dire que si on doit isoler le train, le déminer, le faire arriver à l'avance, isoler des wagons, effectivement, peut-être que la comparaison sera beaucoup plus mince. En tout cas, pour ce voyage, pas de doute. En ce début de quinquennat, la charte de déontologie du président François Hollande a bien été respectée. Celle-ci stipule que pour un voyage de moins de 3 heures, le train est à privilégier. Les invités du 22h, je vous les présente et je les reçois avec plaisir. Invité politique, Yannick Jadot, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes député européen, Europe Écologie Les Verts. Avec nous également notre chroniqueur, Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Sonia. Merci d'être là, Jean-Louis. Yannick Jadot, sur ce sujet qu'on vient de voir, comment vous rendez au Parlement européen? En train. En avion? Train, bien sûr. Train, non, en train. Enfin, moi, je reviens aujourd'hui on avait la session à Strasbourg en train et puis à Bruxelles en train, évidemment. Alors, François Hollande est parti en train à Bruxelles. Il est revenu en voiture hier soir. C'est un long trajet. C'est sûrement moins cher. Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable en termes de sécurité? Tout un convoi présidentiel en pleine nuit sur les routes. Est-ce que vous comprenez la polémique à droite? Franchement, non. Je trouve que... alors c'est une situation difficile parce que je crois que tout le monde en a un petit peu assez du combat politique, évidemment, après une longue présidentielle. Donc il faut remplir cet espace jusqu'aux législatives. Mais quand même, les polémiques qui sortent en ce moment dans la presse, ça va pas très loin. Le truc de Montebourg, là, l'histoire du train. On a quand même une situation qui est extrêmement dramatique en Europe, on va en parler, qui quand même conditionne notre avenir. On a sur certains sujets industriels des actions très rapides à mener. Sur plein de sujets, ce gouvernement, j'imagine, commence à travailler. Évidemment, on ne peut pas espérer avoir des résultats maintenant, mais moi ça m'intéresserait davantage de savoir sur ce qu'ils vont faire, par exemple Montebourg, ce qu'il va faire sur l'industrie. Parlons de cela avec Jean-Louis Goumou, puisque nous parlons aussi d'avion, on va parler d'Air France, Jean-Louis, et de mauvaises nouvelles. On s'y attendait pour faire des économies. La compagnie réduit donc son offre, court et moyen courrier, et parle de sureffectifs. Les salariés sont inquiets. Selon le Figaro, il y aurait 5000 postes qui pourraient être supprimés. Alors les chiffres vont de 3000 à 5000. Le problème qui se pose à Air France, c'est amusant parce que la polémique politique justement s'imbrique sur les problèmes d'Air France. À moins de 3 heures, on a intérêt de prendre le train plus que l'avion. Ouais. Donc, et c'est ce que font de plus en plus les voyageurs. Et l'un des problèmes d'Air France, le boulet d'Air France, c'est précisément le court moyen courrier, où il est squeezé de plus en plus par le TGV et par des compagnies qui se sont spécialisées sur ce créneau qu'on appelle les low cost. Air France, sur l'année, va perdre 800 millions d'euros, là où une compagnie comme Ryanair nous annonçait avant-hier qu'elle en avait gagné 550. Et même sur le court moyen courrier, Air France perd 700 millions d'euros. Air France ne tient pas
la distance face à la concurrence. Ces coûts sont de l'ordre de 20, c'est-à-dire 30% supérieurs à ce que font les low cost. Et effectivement, on va tailler sur un certain nombre de lignes, mais on va développer les lignes purement low cost sur sa filiale spécialisée sur low cost, Transavia, qui va, elle, augmenter sa capacité. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que dans l'avenir, ça va se développer. On prévoit que sur l'Europe, il y a 400 lignes nouvelles qui ont été créées entre janvier dernier et septembre prochain. 400. Donc ça vous dit le niveau de concurrence auquel maintenant Air France doit se développer. Alors on parle de 2000, 5000 suppressions d'emplois, mais pas de plan social. C'est-à-dire que ce sera, on parle de départ volontaire. Ouais. Yannick Jadot, il y a Air France, mais les syndicats craignent de nombreux autres plans sociaux d'ampleur à venir. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a déjà tiré la sonnette d'alarme. Est-ce qu'il faut craindre une cascade de restructuration de plans sociaux ? Absolument, absolument. On le voit bien quand on se balade en région, quand on visite les entreprises, on nous dit ça et là, on a des alertes. Que ce soit au niveau du comité d'entreprise, des syndicats, des salariés ou même de certains patrons qui disent voilà, on m'a dit de tenir jusqu'aux élections, mais là je peux plus. Donc il faut absolument envoyer des signaux industriels de reconquête et ça fait évidemment le lien avec le débat européen. Aujourd'hui, c'est pas la France qui a les moyens d'un plan d'investissement massif pour relancer l'industrie sur nos besoins. Les besoins sur les transports collectifs qui réduiront les dépenses de transport des ménages, les besoins sur le bâtiment, on voit le besoin en logement, parce que le coût du logement est extrêmement élevé pour notamment les populations les plus vulnérables. On a besoin de l'échelle européenne. Vous dites que la solution ne vient pas forcément localement, en tout cas de France. Il n'y a pas de baguette magique. Elle vient aussi de France, par exemple. Concrètement, un moratoire sur les plans sociaux, comme le demandent d'ailleurs ce soir les communistes. Je crois que ça serait une bonne idée. Malheureusement, si vous voulez, il faut aujourd'hui intervenir sur ces entreprises, mais il faut surtout avoir la capacité aujourd'hui de savoir toutes les entreprises ne seront pas sauvées. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc il y a des entreprises... Elles ne sont pas sauvables et elles ne seront pas toutes sauvées. Elles ne sont pas toutes sauvées. Donc il y a des entreprises dont il convient aujourd'hui, dès maintenant, de penser l'accompagnement des salariés, la reconversion, mais il y a des entreprises, moi je vois du côté d'Angers, vous avez Technicolor, vous avez d'autres entreprises, alors qu'elles sont sur des secteurs potentiels d'avenir, la fibre optique ou sur des matériaux composites, c'est là 300, là 200 salariés qui sont en danger. Sur ces secteurs-là, si on a par exemple un plan sur les énergies renouvelables ou sur le bâtiment, on peut leur donner une perspective de maintien, de conversion et de maintien. Et là, l'investissement public fait sens, parce que c'est un investissement rentable. Il ne s'agit pas de reculer une catastrophe, il s'agit de repenser à 5 ans, à 10 ans, l'avenir d'une entreprise. Et c'est là qu'on a besoin, je répète, parce que ça fait le lien, c'est là qu'on a besoin de recapitaliser la Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement peut avoir de l'argent très peu cher. Et si la Banque européenne d'investissement investit sur ces secteurs d'avenir, on peut tenir des entreprises et donc maintenir l'emploi. Pendant sa campagne, François Hollande, Jean-Louis a promis plusieurs mesures, telles que l'interdiction des fermetures de sites quand ceux-ci ont un repreneur ou l'augmentation du coût des licenciements collectifs dans les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Est-ce que ça va être mis en place, tout cela ? Alors, ce qui est vrai que François Hollande s'est beaucoup engagé sur cette affaire de plan social. Je prends une déclaration qu'il a faite en avril dernier, fin avril. Rien n'était fait pour prévenir ce drame qui s'annonce. Donc, au lendemain de l'élection présidentielle, et avant même que des décisions irréparables ne soient prises, je devrais intervenir. Le problème, c'est qu'il va y avoir une cascade de plans qui vont arriver. Non pas qu'on a caché la vérité aux gens, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise ne voulaient pas que leur entreprise soit prise, non pas en otage, mais en exemple avec un rendez-vous de tous les politiques pendant les... Et donc, ça, on a reculé. Et donc là, ça va sortir, mais en mitrailleuse. Et vous en avez cité quelques-unes, on peut en citer d'autres. Il y a des problèmes qui se posent sur Areva. C'est des entreprises dont l'État est actionnaire. Air France, dont on vient de parler juste à l'instant. Vous avez parlé de Technicolor, Aulnay, Citroën, Fralib. Enfin, voilà, donc ça va bien. Alors, le problème, c'est... par rapport à ce que vient de suggérer Sonia, c'est le caractère juridique. C'est-à-dire comment empêcher juridiquement un plan social. Alors, François Hollande avait fait une proposition qui m'apparaît être la plus importante de la campagne électorale, la plus importante. Et il a dit, quand une entreprise ferme, on ne pourra pas, la direction de l'entreprise doit obligatoirement la céder à un repreneur
éventuelle. C'est pour moi la proposition la plus importante. Il faudra donner un corps juridique. Il y en a une deuxième qui me paraît importante. Vous avez raison, c'est ce qui se passe sur ArcelorMittal. Voilà. La logique de Mittal, c'est de concentrer au maximum la sidérurgie dans le monde. Et donc il l'a fermé en Belgique, au Luxembourg, en Espagne. Il ferme les entreprises et il les jette parce que ce monsieur s'est beaucoup endetté pour acheter Arcelor, et donc en fait il a une stratégie de remboursement de sa dette, et il veut fermer tous ces sites-là, alors que ces sites sont potentiellement viables. Donc l'obligation, c'était les fonderies du Poitou, c'était exactement la même question. Donc l'obligation de vendre est une bonne chose. Alors, et il faut aussi, à mon avis très vite, accroître le pouvoir des salariés dans l'entreprise pour que dans le comité stratégique de l'entreprise, on puisse discuter d'avenir. Le gouvernement sera surveillé de près sur toutes ces promesses et des actes probablement à venir. Alors nous sommes à 9 jours de la présidence de François Hollande, depuis le 15 mai. Il s'est passé énormément de choses en 9 jours. Est-ce que ce gouvernement, selon vous, auquel participent deux écologistes, je cite Cécile Duflot et Pascal Canfin, est-ce qu'il fait de bons débuts? Quelle note vous lui attribuez? Je n'ai pas de note attribuée. Vous êtes un responsable politique. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est un bon gouvernement. Quand on regarde les personnalités qui sont dans ce gouvernement, quand on regarde la volonté de renouvellement, la volonté de parité, les signaux qui ont été envoyés à ce moment-là, il y a un vrai souci de renouvellement. Après, on ne peut pas faire un bilan à 9 jours. Je veux dire, ils prennent leur marque. Vous parlez des premiers pas, bien sûr. Non, mais je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, pour vous dire la vérité, le gouvernement n'est encore difficilement en capacité d'agir. Ce qui m'intéresse, c'est ce que fait Hollande au niveau européen. Parce que là, il est déjà en capacité d'agir. J'ai une question qui vous concerne aussi, Yannick Jadot, parce que jusqu'au dernier moment, votre nom était quand même en bonne place pour faire partie de l'équipe Hérault. Est-ce que vous savez pourquoi on vous a préféré au dernier moment quelqu'un qui, il faut le dire, est moins médiatique que vous, Pascal Canfin, moins connu que vous? Pourquoi? Écoutez, l'histoire sortira un jour. Moi, évidemment, pardon, elle se raconte. Voilà, maintenant, vous savez, il y a beaucoup de gens... Les mauvais coups viennent souvent des personnes les plus proches de son propre camp. Les mauvais coups viennent souvent des plus proches ou de ceux dont on pourrait considérer qu'ils ont toujours l'intérêt collectif. Mais, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait des écologistes. Le mouvement écologiste, dans son ensemble, fera tout ce qu'il faut, que ce soit sur les enjeux de coopération, comme sur les enjeux de logement, de territoire, à tous les niveaux, pour aider nos ministres à bien agir. Daniel Cohn-Bendit dit ce soir qu'il faut faire un devoir d'inventaire, il faut un examen de conscience après les législatives pour votre parti. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Est-ce qu'il a raison? Oui, il a raison. Je crois qu'on avait, en 2009, suscité l'intérêt des électeurs, suscité l'intérêt collectif. Il y avait une nouvelle formation politique qui arrivait, il y avait une dynamique, il y avait la volonté de penser et de poser différemment les problèmes de la société, que ce soit évidemment au niveau européen, mais aussi dans la construction même de leurs résolutions. Et je crois que petit à petit, on a perdu cette capacité-là, on s'est replié sur nous-mêmes. Et c'est dommage, parce que moi, à chaque fois que je me balade sur une élection, en ce moment législative, pour soutenir des candidats, on a un mouvement qui a une richesse en personnalité incroyable, en combat incroyable, mais aujourd'hui, il faut mettre les choses à plat. C'est un devoir d'inventaire qu'on aura à faire après les législatives, parce que là, il faut qu'on se batte pour notre groupe au niveau du... Mais quand on voit la qualité de ce qu'on a pu faire en 2009, la qualité de nos candidats et de nos militants souvent, et qu'on voit l'image terrible qu'on a aujourd'hui dans l'opinion publique, c'est qu'on a mal géré ce mouvement pendant les derniers mois, voire les 2-3 dernières années. On va terminer sur l'Europe avec le couple franco-allemand qui est toujours le moteur de l'Union européenne. Est-ce que selon vous, messieurs, je pose aussi la question à Jean-Louis, il va le rester même en cas de désaccord profond, comme c'est le cas sur les euro-obligations pour le moment? Yannick Jadot. C'est en train de bouger. C'est en train de bouger même en Allemagne. Vous croyez vraiment ? Oui, c'est en train de bouger. Vous savez, vous avez en Allemagne un système, par exemple, ce qu'on appelle le comité des sages. Vous avez 5 instituts économiques qui sont indépendants du pouvoir, qui soutiennent tous les euro-obligations. Vous avez au sein du parti de Mme Merkel aujourd'hui des voix qui se font entendre en disant il faut aller vers les euro-obligations. Au-delà, évidemment... Mais les Allemands ne le veulent pas. Au-delà de Mme Merkel. Les sociodémocrates, les Verts sont en train de... Les Allemands. Pourquoi voudraient-ils payer pour les autres? Mais parce qu'on ne paye pas pour les autres. Aujourd'hui, l'argent que donne l'Allemagne, y compris pour la Grèce, elle est remboursée avec des taux d'intérêt. Là, si on veut éviter la catastrophe en Europe, parce que la question, c'est plus seulement la Grèce, c'est évidemment l'Espagne qui arrive, qui est la 4e économie européenne. Il faut absolument protéger les pays des marchés. Il faut faire comme aux États-Unis. Aux États-Unis, quand la Californie est en danger, en quasi-faillite, vous avez un trésor, vous avez une réserve fédérale qui interviennent pour éviter la catastrophe et la contagion. Il faut mutualiser ces dettes pour protéger des marchés, comme le font les États-Unis, et en même temps, évidemment, que ce soit en Grèce, mais évidemment partout en Europe, lancer un grand plan d'investissement. C'est ce qui se discute en ce moment. On perd en ce moment, par exemple, des milliers d'emplois
sur le photovoltaïque, parce que la Chine a une stratégie extrêmement agressive sur cette industrie, sachant que ça va être une industrie d'avenir. Il faut protéger nos emplois. Ayons un plan sur le photovoltaïque, sur les transports collectifs, et ça aide le pouvoir d'achat, ça crée des emplois et ça nous projette sur des secteurs d'avenir. Merci Yannick Jadot d'avoir été notre invité. Merci Jean-Luc Gombault. Je suis désolée, je voulais vous laisser la parole. On est un petit peu pris par le temps. La semaine prochaine avec plaisir, bien sûr. Le 22h la suite, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Sanctionné hier, Arnaud Montebourg fait son mea culpa aujourd'hui. Il dit regretter ses propos à l'encontre des ex-patrons de Cifrance. Des excuses en demi-teinte toutefois, car à peine ses regrets exprimés, le ministre du redressement productif attaque l'un des auteurs de la plainte, qui aurait selon lui un lourd casier judiciaire et serait responsable de la mort de son entreprise. Condamné à verser un euro symbolique, Arnaud Montebourg n'a pas encore décidé s'il allait faire appel. Infection nouvelle ou résurgence de pathologies qu'on croyait oubliées, dengue, H1N1, coqueluche, on les appelle les maladies infectieuses émergentes. Le Sénat s'est penché aujourd'hui sur ce phénomène. 99% des nouvelles maladies, en été, c'est des maladies qu'on ne détectait pas avant. Donc on ne sait pas si ça s'accélère, si ça... C'est bien possible, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça se traduise où que ce soit au monde par une augmentation de la mortalité. Ça, c'est pas vrai. En effet, parfois la psychose gagne les esprits, mais à tort. Exemple, l'année dernière avec la bactérie Escherichia coli, 50 décès pour 4000 cas déclarés. La sénatrice Fabienne Keller rendra un rapport mi-juillet sur ce sujet. Elle devrait proposer une série de mesures destinées à mieux anticiper l'irruption de nouvelles pathologies. Le printemps érable continue à Montréal. La nuit dernière encore, des étudiants du Québec ont manifesté dans le centre de la ville contre la hausse des droits universitaires. La police est intervenue car ce mouvement est considéré comme illégal. Au total, 700 personnes ont été interpellées. Les Égyptiens ont repris le chemin des urnes aujourd'hui pour un deuxième jour de vote. Et de nouveau, ils étaient nombreux à se déplacer pour élire leur nouveau président. Un scrutin historique qui se joue entre islamistes et figures de l'ancien régime. Les résultats devraient être annoncés le 27 mai. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour est prévu les 16 et 17 juin. Et on va parler de cette élection égyptienne avec notre invité ce soir, Jean-Paul Chagnolo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur des universités, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Alors, plus d'un an après la révolution, les Égyptiens, on l'a vu dans notre sujet vote, la participation est estimée, je crois, à 50%. Il y a de l'affluence, il y a de la ferveur. Est-ce que c'est toute la diversité sociale du pays qui s'intéresse à cette élection qui est allée voter? Je crois qu'il faut essayer d'imaginer, et c'est difficile pour nous, à quel point ces élections sont tout à fait extraordinaires. Parce que c'est la première fois, oui c'est ça, c'est un côté historique, donc on ne peut pas les appréhender, on sort d'une présidentielle, donc on ne peut pas aborder la présidentielle égyptienne avec nos lunettes françaises, c'est autre chose. Je crois qu'il suffit d'entendre les gens dans les bureaux de vote, pour qui c'est un grand bonheur de pouvoir enfin, pour la première fois de leur vie, même pour les gens âgés, de voter de manière libre en ne connaissant pas le résultat, c'est ça qui est formidable. Donc je crois que c'est vraiment un moment extrêmement fort, oui, qui aura évidemment ensuite des conséquences politiques importantes. Moment de bonheur, moment historique, mais aussi jour d'élection dans un pays en panne économique où les finances sont à sec. Est-ce que la colère sociale donne, j'allais dire, du carburant aux islamistes, aux frères musulmans? Vous savez, les adéquations qu'on peut faire, il faut s'en méfier bien sûr, mais c'est pas simplement ça. Je crois qu'aujourd'hui, l'Égypte est en très grande difficulté économique, c'est pas nouveau, et c'est vrai que les islamistes et les salafistes, on l'a vu aux élections précédentes, l'ont emporté. Mais ça ne veut, enfin, je crois que les questions du rapport aux politiques dans un pays comme ça ne sont pas simplement liées à l'économie, même si c'est fondamental. Je crois qu'il y a d'autres valeurs qui sont en cause. Et quand on vote pour la première fois, je crois que la question des référents culturels est tout à fait essentielle. Donc c'est vrai qu'il y a... On l'a vu aussi en Tunisie, qui est pourtant un pays radicalement différent de l'Égypte. Il y avait une formule d'une vieille dame qui m'avait beaucoup frappé en Tunisie. On lui avait demandé à la sortie du bureau de vote, elle aussi avec beaucoup de ferveur, mais pour qui vous avez voté? C'était l'après-vote. Elle avait répondu, j'ai voté pour ma religion. Elle n'a pas fait un raisonnement sophistiqué, et donc elle a voté à nada. Et je pense que ces questions-là se
se font beaucoup plus encore en Égypte. Bon, puis après, les choses vont se décanter. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est... Mais si les islamistes arrivent au pouvoir, ils seront confrontés, comme en Tunisie, quand même, à des réalités sociales, économiques et financières qui sont très rudes. Quel est votre regard sur ces islamistes, que ce soit en Tunisie ou au Maroc aussi, au gouvernement, qui sont confrontés à la réalité du pouvoir, à l'exercice du pouvoir? Moi, je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est que il faut surtout pas parler des islamistes de manière générale. Je crois que c'est vraiment, à chaque fois, dans un pays particulier, dans une configuration politique, entre ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe en Tunisie ou ce qui se passe en Égypte, il faut commencer par dire que ce sont des histoires politiques différentes, des configurations constitutionnelles même différentes. Ensuite, il faut parler aussi au pluriel avec les islamistes, parce qu'ils sont, moi j'en connais un certain nombre, ils ont des postures. C'est vrai qu'ils ont bien sûr quelques valeurs communes, mais ils sont sur des positions très, très diverses. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec l'élection égyptienne, où il y a un dissident qui se présente, Abdel Foutou, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a pas si longtemps, et qui est un personnage qui est assez ouvert. Enfin, en tout cas, quand il parle avec des Occidentaux, il l'est. Donc, on a vraiment une grande diversité. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Mais ce qui me paraît essentiel, juste en un mot, c'est que ces pays peuvent enfin avoir le plus large spectre politique. Jusqu'à il y a si peu de temps, quelques mois, les islamistes, ils étaient en prison ou en exil. Aujourd'hui, eh bien, ils s'expriment, et je crois que ça sera difficile pour les libéraux de se battre contre eux, mais je crois que c'est très important qu'on est à un moment historique aussi, parce que les sociétés sont face à elles-mêmes, à leur destin, avec le spectre politique qui est le leur. Peut-être qu'il y a une nouvelle donne attendue en Égypte, sûrement une nouvelle donne attendue en Égypte, après les bouleversements en Tunisie, en Libye, mais aussi au Maroc, et la répression qui se poursuit en Syrie. Quelle est la nouvelle voie, la position de la France, de François Hollande sur ces différents sujets? Alors, en 30 secondes. Non, vous avez un peu plus de temps. Je crois d'abord qu'il faut distinguer le Maghreb du Mashrek. Le Maghreb, nous avons des relations très fortes, très profondes. C'est un peu notre... Enfin, historiquement, ce sont des pays qui sont extrêmement liés à notre histoire et inversement. Donc je crois que c'est très particulier et très compliqué aussi. Mais à mon avis, il n'y a pas de problème majeur. Une parenthèse, puisque François Hollande a tout à l'heure rencontré, il a reçu à l'Elysée donc le roi du Maroc, Mohamed VI. Il a téléphoné également à son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika. Et aux deux, il a dit l'amitié franco-marocaine, franco-algérienne sera évidemment préservée. Il faut qu'il le dise en même temps, parce que sinon il y aurait aussitôt des susceptibilité très graves. Voilà qui fait pour le Maghreb. Et pour le Moyen-Orient, je crois qu'il faut bien constater à quel point la France est en grande difficulté. Enfin, la France, je veux dire, la politique française qui a été conduite jusqu'à une époque récente, malgré le talent incontestable d'Alain Juppé, il a été tout de même coincé et sur le dossier iranien, sur la Turquie avec le refus de Sarkozy qui était de dire en aucun cas la Turquie ne pourrait entrer dans l'Union européenne, sur la question israélo-palestinienne, Sarkozy est avancé puis il a reculé, finalement il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de reconnaissance d'un État palestinien. Et puis sur la Syrie, on a essayé d'avancer, Juppé a fait des choses assez importantes, mais finalement il se retrouve un peu en rase-campagne, et lui-même en partant disait à quel point il se sentait frustré. C'est le mot qu'il a dit lorsqu'il a fait la passation de pouvoir avec Laurent Fabius. Donc on est vraiment dans une phase où la France, enfin la politique française dans la région doit repartir avec sans doute de nouvelles cartes. Et ça a commencé d'ailleurs déjà un petit peu, on l'a vu aux États-Unis, lorsque Obama et Hollande ont parlé de l'Iran, on a senti que eh bien il y avait des convergences dans l'approche. Obama a une position très ferme bien entendu, mais en même temps relativement ouverte à l'égard de l'Iran. Et d'ailleurs les négociations reprennent sur le nucléaire ces jours-ci. Et avec Sarkozy, c'était pas du tout le cas. Donc je crois qu'il y a vraiment à repenser notre posture au Moyen-Orient, qui est aujourd'hui encore plus que jamais dans une situation extrêmement difficile. Il faut savoir quand même qu'au sein du cabinet de Fabius, il y a des gens qui connaissent remarquablement bien la région. On peut penser qu'il y aura des inflexions disons, fécondes. On peut l'espérer. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnolot, d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. Jean-Vincent Placé, le toujours président du groupe écologiste au Sénat et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, je dis toujours, vous l'êtes que depuis quelques mois, mais vous n'êtes pas devenu depuis janvier ministre. Non. Voilà, une ambition contrariée, vous en parlerez tout à l'heure. Avec Perrine Tarnaud, c'est pour tout à l'heure, pour la dernière partie de cette émission, avec Perrine de Public Sénat. Avant elle, Suzette Bloch de l'agence France Presse, notre partenaire, vous interrogera sur l'enjeu des législatives pour les écologistes, les téléspectateurs.
notez-le, peuvent intervenir durant cette émission. Ils peuvent poser leurs questions à travers l'application TV Check d'Orange. D'abord, Jean-Vincent Placé, votre réaction à l'examen par la Cour de cassation de la validité des condamnations, dont celle de Total, pour la marée noire de l'Erika, je rappelle, c'était en 1999, 400 km de côtes souillées, 150 000 oiseaux mazoutés. La décision sera rendue le 25 septembre, mais l'avocat général recommande bien l'annulation de ces condamnations pour vice de forme, vice de procédure. Écoutez, je trouve ça scandaleux, concernant, catastrophique pour la cause écologique. Déjà, 13 ans après, on se retrouve dans une telle situation où en cassation, on dit qu'il faut annuler la procédure alors qu'on voit les dégâts terribles qui ont été faits sur ces côtes, sur le plan évidemment écologique, mais aussi économique et social, et qu'on annulerait tout ainsi parce qu'il y aurait des incompatibilités ou des contradictions entre les différentes conventions internationales. Non-respect du droit maritime. Oui, non mais on peut toujours tout regarder à la loupe, de façon y compris méticuleuse, et je ne remets pas en cause particulièrement le travail des juristes en la matière. Mais tout de même, les temps ont changé. Il faut aussi tenir compte des réalités. Là, ça devient vraiment, mais je suis accablé, et j'espère quand même, parce que la décision n'a lieu qu'à l'automne, vous l'avez indiqué, qu'il pourra y avoir une prise en compte aujourd'hui de la dimension, sinon politique, du moins de l'urgence écologique sur cette question-là. Pour vous, c'est donc une lecture révoltante et abstraite du droit. Vous savez, quand, je n'ai pas d'exemple en tête, mais quand on voit quelque chose de totalement aberrant, une des règles anciennes, parce que je crois que cette fameuse convention internationale a été faite en 82, mise en place en réalité en 96, peut-être même d'ailleurs avant la question écologique de façon aussi affirmée au niveau planétaire. Eh bien, il faut tenir compte des réalités. En dehors des différentes zones, dans cette zone internationale, parce que pavillon maltais, on serait absous de toute responsabilité, parce que le pays en question, Malte, n'aurait pas attaqué, serait pas porté à demander préjudice, parce que c'est de cela dont il s'agit sur le plan du droit. Enfin, tout de même, c'est aberrant. Le droit ne doit pas être, ne doit pas être révoltant. Le droit doit correspondre juste à de la justice, ce n'est pas le cas. Alors, peut-être que c'est un sujet d'union nationale. On en cherche de temps à autre dans notre pays, pas pendant les périodes électorales, évidemment, Jean-Vincent Placé, mais votre collègue Bruno Retailleau, qui est par ailleurs président du Conseil général de Vendée, annonce une proposition de loi pour sanctionner tout préjudice écologique. Là, vous le suivez? Oui, on ne l'avait pas attendu d'ailleurs, parce qu'il y a déjà différentes dispositions qui sont mises en place depuis 2004 notamment sur le sujet, mais bien sûr tout élément qui va dans ce sens-là est le bienvenu, et sinon union nationale, du moins mobilisation des consciences et des volontés, eh bien c'est très bien, bien sûr. Vous n'avez pas mis en cause, vous l'avez dit il y a un instant, l'avocat général, vous ne remettez pas en cause le magistrat, mais je me souviens pendant la campagne présidentielle, Eva Joly, elle avait dénoncé une complicité entre l'État et Total. Alors là, elle parlait, je ne pense pas, de l'avocat général en l'occurrence, mais en revanche,